Salut à tous, alors ils étaient très attendus ces iMac, surtout sur l'entrée de gamme qui évolue quand même pas beaucoup ces dernières années. Alors là, nouveau design, pas mal de changements, notamment au niveau de la connectivité, des performances. On va aussi formuler quelques critiques, on va pas se gêner, bref c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous parler de cet iMac spécifiquement, je voulais quand même revenir rapidement sur les Mac M1 qu'on utilise nous depuis qu'ils sont sortis. On a un Mac mini et un MacBook Air à la rédac. Moi je suis encore sous Intel parce que j'ai des gros besoins, je vais vous en parler juste après, mais globalement là, Laurence et June par exemple, qui les utilisent tous les jours, ils sont très satisfaits, c'est des machines qui sont rapides, silencieuses, économes en énergie. Moi je trouve qu'elles ont une autonomie incroyable aussi au niveau des portables, donc c'est vraiment un beau coup de la part d'Apple, mais tout n'est pas rose, c'est-à-dire que sur YouTube, vous voyez souvent des youtubeurs très enjoués, mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que là par exemple sous Final Cut Pro, j'ai aucun de mes plugins qui marche, donc voilà, soit j'utilise pas ces plugins, soit j'utilise pas les Mac ARM, donc on peut se retrouver complètement bloqué. C'est également valable aussi dans la musique, on a des plugins des fois qui sont pas encore portés, même si ça s'améliore pas mal, m'a dit June. On a aussi quelques bugs, par exemple avec la connectique, avec les docks, on va en parler juste après, mais on peut pas mettre de GPU externe pour avoir plus de puissance graphique. Il y a aussi certaines applications qui sont toujours pas stables ou qui sont toujours pas portées. Regardez la suite Adobe, les trois quarts sont encore en bêta. Alors il y a Photoshop, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas tout, et même Photoshop il n'est pas encore très stable. Regardez aussi là Word et Excel ils sont universels, mais pas PowerPoint. PowerPoint qui arrive à planter énormément. Donc là encore il va falloir attendre le portage qui n'a pas été fait au moment où je fais cette vidéo. Et d'ailleurs des portages, moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur les grosses applications professionnelles. Donc attention, si vous avez un programme hyper important, il peut ne pas fonctionner du tout sur cette machine. Même chose dans le développement, moi je fais pas mal de dev. Alors si vous êtes sous Xcode et tout ça va. Si vous avez des vieilles bibliothèques qui sont pas compilées ARM, voilà, ça va pas fonctionner. Si par exemple vous avez besoin de Linux et de Windows, là aussi c'est très compliqué. Il y a pas Windows sur cette machine, et Linux ça commence un petit peu. Donc voilà, on va commencer à pouvoir émuler tout ça, mais c'est encore que le début. On peut quand même faire du développement, mais ça impose certaines contraintes. Moi je dirais que globalement en production il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver bloqué, mais pour un usage un peu familial, standard, il n'y a pas trop de problèmes. Si ce n'est peut-être pour toutes les applications qu'on avait l'habitude d'utiliser, par exemple les jeux, regardez les jeux ici, j'ai quasiment rien. Sur Steam j'ai rien du tout qui est porté, et chez Blizzard il n'y a que World of Warcraft, et encore un World of Warcraft parmi toutes les versions qui sont disponibles qui est en universel, et en fait c'est pour ça que vous le voyez dans les tests, c'est qu'il n'y a qu'un jeu quasiment qui est disponible, enfin un jeu récent et un petit peu AAA, mais c'est vrai que voilà, c'est une machine qui a encore des limites. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai fait là-dessus, et 6 mois après je trouve que ça n'a pas tant bougé que ça dans tous ces domaines dont je vous ai parlé. Évidemment on commence par le design, et moi je suis ravi de voir des couleurs, ça me rappelle un petit peu les années 90-2000 avec tous ces iMac colorés, le Flower Power. Après 15 ans de blanc et de gris, ça fait vraiment du bien. Et puis regardez, Apple a même adapté ses fonds d'écran, ses économiseurs d'écran avec un petit clin d'œil, regardez, au Mac de 84 qui vous disait bonjour. Ils ont même coloré donc les souris, les claviers, on y reviendra juste après, mais surtout même les câbles. Regardez ce magnifique câble tressé en Lightning, j'espère qu'ils le proposeront à côté, bien sûr. Alors la face arrière, regardez les couleurs, elles sont quand même très mat, c'est de l'alu anodisé, le procédé est vraiment très sympa. Ça dépend un petit peu de l'éclairage de la pièce, mais globalement c'est quand même assez foncé, donc faites attention si vous prenez un rose, un vert, un violet bien pétant, et effectivement il faudra faire attention un petit peu à la pièce, mais moi j'aime beaucoup avoir ce choix, même si ça doit être une petite galère au niveau de la logistique. Alors cette face avant, elle était beaucoup critiquée. Il y en a qui aimaient pas le petit menton ici un peu pastel, beaucoup aimaient pas les bords blancs puisqu'on était habitué au noir. Et écoutez, après une semaine, en fait, je préfère largement avoir des bords blancs, tout simplement parce qu'en fait votre univers est blanc, c'est-à-dire vos murs sont blancs, les fenêtres sont très claires. Il faut pas oublier que tous les Mac ont toujours été blancs, depuis 1984 et puis jusqu'aux iMac G3, G4, G5, on a toujours eu comme ça des tours blancs. Alors bien sûr avant il y avait des gros bords, mais là voilà, les bords ils sont encore un petit peu épais, j'aurais aimé un peu plus fin, mais le fait d'avoir ça autour des yeux est beaucoup moins fatigant. Le seul truc un peu moche, c'est qu'effectivement, quand vous éteignez l'écran, quand il est en veille, là il redevient noir avec les bords blancs, donc là ça fait un petit peu bizarre, mais franchement, par rapport aux anciens iMac, je trouve que ça leur a donné un sacré coup de vieux, et moi je suis globalement très fan de ce design. Alors c'est une machine qui est extrêmement légère, on perd 1 kg par rapport à l'ancien 21 pouces alors qu'on a un écran 24 pouces donc un peu plus grand. Alors faut pas se leurrer, c'est surtout lié à l'alimentation qui sort du boîtier, qui est externe, donc voilà, c'est beaucoup lié à ça, mais quand même elle a été conçue un peu comme un portable, ou je dirais plutôt un transportable. Regardez derrière cette alimentation qui est quasiment du MagSafe, c'est tout simplement aimanté comme si on allait le débrancher tout le temps. Bon, j'ai du mal à voir quand même l'usage, d'autant que là-dedans il n'y a quand même pas de batterie, il n'y a pas d'écran tactile, voilà, ça reste lourd, donc je me vois pas du tout la déplacer d'un bureau à l'autre régulièrement. Pourtant ils l'ont fait aussi hyper fine, regardez, 11 mm, c'est au point que voilà, les ports comme le port jack ne rentrent même pas, ils sont obligés de le mettre sur le côté, on en reparlera juste après. Mais moi je me suis demandé quand même si ça avait vraiment un intérêt d'avoir des machines aussi fines. C'est vrai que c'est très design, mais 2-3 mm de plus, ça aurait peut-être permis d'éviter certains compromis comme on va le voir juste après. Alors le pied il est très bien conçu pour orienter l'ordinateur, regardez ça se fait vraiment avec simplement le bout des doigts. Par contre il n'y a pas de réglage en hauteur sur une machine de bureau, qu'est-ce que c'est dommage, on fait quand même pas tous la même taille, donc on va être obligé de mettre des livres. Alors vous pouvez l'acheter en version
version VESA, vous savez, pour accrocher un support au mur, mais il faudra le commander à part, hein, ça se fait pas après coup. Je trouve aussi qu'il est un petit peu bancal, regardez, si je penche la machine comme ça, vous appuyez à peine dessus, elle part d'un côté ou de l'autre, donc voilà, il aurait pu faire un petit peu plus large. Et puis surtout, le dernier point qui est beaucoup plus gênant, c'est que si vous tirez le câble, vous prenez les pieds dans l'alimentation, et ben la machine elle vient complètement, puisqu'en fait, voilà, ici il n'y a pas beaucoup de grippe, et alors c'est bien pour faire tourner la bécane, mais par contre, si vous tirez un grand coup dessus, elle risque d'aller par terre, donc c'est quand même un petit peu dangereux. Dernier point aussi, c'est le câble de la rallonge, donc qui est en deux parties, hein. Vous avez le bloc d'alimentation au milieu et puis deux câbles de chaque côté, mais ils sont pas très longs. Des fois ils descendent pas sur les tables qui sont un peu trop hautes, bah, il faut le laisser sur la table, ce qui est quand même un peu gênant. Puis là regardez, par exemple en Suisse ils ont souvent des prises qui sont accrochées au mur, et là bah voilà, c'est le bloc d'alim qui va pendre, donc c'est pas très heureux, il faut souvent mettre des rallonges. Donc voilà, moi je trouve des petits défauts un peu d'usage qu'on voit assez vite finalement quand on utilise vraiment la machine. Bon alors la connectique, vous l'avez vu sur l'entrée de gamme, on a que 2 ports Thunderbolt 3, moi je trouve que c'est vraiment pas assez. On en a 2 USB-C de plus sur le modèle un petit peu supérieur, donc là je trouve que ça va mieux, un 4 ports là-dessus, je trouve que ça va. Par contre ils ont enlevé l'USB-A, ils ont enlevé le lecteur SD, donc voilà, ça oblige quasiment à mettre des docks, et sur les docks il y a quand même pas mal de bugs. Par exemple, regardez là, j'ai branché ma souris Razer dessus, et en fait si la machine se met en veille, et ben elle va pas se réveiller, je vais être obligé de remettre le dock pour réveiller la souris, donc ça c'est quand même assez pénible, et ça j'ai pas eu tellement de solutions en fait, puisque ma souris bah elle est USB-A, donc je suis obligé de la mettre finalement sur un petit dock. Donc voilà, d'avoir enlevé les anciens ports, c'est pas forcément toujours une bonne idée, d'autant qu'il y a encore pas mal de bugs. Alors la prise jack sur le côté gauche, écoutez, moi j'étais très critique au début, et je le suis toujours, parce qu'en fait vous l'accrochez tout le temps, hein, quand par exemple vous voulez simplement chercher le bouton d'alimentation derrière, donc voilà, c'est un petit peu casse-pied, mais c'est pas mal qu'il ait mis là plutôt qu'à droite, puisque vous êtes moins gêné, enfin je parle pour les droitiers, par la souris, voilà, quand vous tapez au clavier aussi, donc ça c'est quand même, ça reste je dirais la moins pire des solutions. Un autre point aussi, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de ports sur la machine d'entrée de gamme, hein, d'en avoir que 2, j'ai essayé d'utiliser, vous mettez, j'en sais rien, un dock, un SSD, simplement un petit câble de charge pour votre iPhone ou pour votre clavier, c'est déjà tout plein vraiment extrêmement vite, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Par contre, ce qui est quand même cool, c'est d'avoir mis la prise Ethernet sur l'alimentation, vous savez, donc qui est par terre. Alors l'alimentation, elle va se salir, elle va être vraiment dégueulasse, mais le fait d'avoir le câble Ethernet là-dedans, c'est pratique, parce que c'est un câble qui se plie pas bien, qui est pas très beau aussi sur un bureau. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un bon compromis, on va dire, même si, voilà, au niveau connectique, je trouve qu'ils auraient pu quand même faire un petit peu mieux. Alors ce iMac M1, il consomme quasiment rien, j'ai mesuré entre 40 et 60 watts maximum, une petite pointe à 70 là en lançant un jeu, mais c'est tout. Avant, on consommait entre 50 au repos et jusqu'à 170 watts, et encore c'était un 21 pouces, donc vous imaginez, là, on a un écran plus grand et moins de consommation électrique, quand même un rapport quasiment de 1 à 3, hein, c'est quand même pas mal. Alors il y a quand même une alimentation de 150 watts d'ailleurs qui est assez grosse, regardez, mais ça c'est quand vous voulez rajouter des choses sur la machine, elle peut consommer au-delà donc des 70 watts. Alors ça chauffe quand même un petit peu, moi je l'ai mesuré là autour de 40 degrés, hein, quand vous les sollicitez bien dans Cinebench, dans un gros jeu, et on arrive à entendre quand même les ventilateurs si vous faites vraiment des gros travaux un petit peu poussés. Donc vous voyez que c'est une machine qui a besoin quand même d'être refroidie. D'ailleurs il y a 2 ventilateurs, alors attention sur la version supérieure, parce que la version d'entrée de gamme elle a qu'un ventilateur, donc il va souffler un petit peu plus fort et un petit peu plus vite, et puis il refroidira aussi moins la machine, hein, si vous la sollicitez pendant longtemps. Donc si vous êtes plutôt amateur de jeux, de montage vidéo, prenez le modèle supérieur. Si pour de la bureautique, prenez le modèle d'entrée de gamme, ça ira très bien. Mais il faut savoir que c'est une machine qui globalement est très silencieuse, c'est-à-dire à moins de lancer vraiment un très gros jeu, globalement vous ne l'entendrez absolument pas. Regardez d'ailleurs là, je suis en train de tourner, elle fait aucun bruit. Alors un petit mot sur le clavier qui est un peu nouveau quand même si c'est toujours du Bluetooth, il charge toujours en Lightning au-dessus, vous avez toujours le petit bouton d'alimentation. Par contre il a les nouvelles couleurs des machines, il est un petit peu arrondi sur les bords, mais regardez sur cette version compacte il n'y a toujours pas les flèches en T inversé. Par contre vous l'avez sur la version étendue qui est disponible, nous on n'a toujours pas encore reçu, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable, hein, avec le petit pavé numérique sur la droite. Alors si vous venez d'un ancien iMac, il n'y a plus donc le clavier filaire avec les ports USB, donc vous perdez quand même les ports USB, hein, qu'il y avait sur l'ancien clavier, mais sinon voilà, au niveau de la frappe, au niveau du toucher, c'est absolument le même qu'avant. Alors évidemment la vraie révolution c'est l'arrivée de Touch ID, regardez comme il est beau avec son petit cerclage, il est très rapide, hein, en un quart de seconde vous vous loguez, vous appuyez dessus, il vous verrouille la session, ça c'est très pratique avant d'aller manger à midi. Par contre il vous allume pas l'ordinateur, ça c'est assez bizarre, il faut toujours appuyer sur le bouton derrière, ils auraient pu faire un truc qui déclenche le Bluetooth qui se connecte à l'ordinateur quand vous appuyez dessus, c'est un peu dommage. Et puis il y en a qui se plaignaient aussi de pas avoir Face ID, moi je pense que ça coûte encore un petit peu trop cher pour ces machines là, peut-être que ça arrivera sur des versions pro, et puis peut-être que ça embête Apple aussi de filmer en permanence pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive devant l'ordinateur, donc voilà, peut-être sur les versions professionnelles. Voilà, si vous essayez de configurer Touch ID avec un Mac Intel, regardez, voilà, il détecte le clic mais il n'enregistre pas l'empreinte digitale.
Bon, cette souris, on en parle puisqu'ils l'ont toujours pas changé. Alors elle a quand même les nouvelles couleurs des Mac, mais sinon elle a toujours le port de charge en dessous, donc vous pouvez pas l'utiliser pendant que vous la chargez. Moi je la trouve vraiment pas précise, elle est pas assez bombée, elle est pas très ergonomique. Franchement, moi je préfère limite un trackpad à cette souris, d'ailleurs que vous pouvez commander avec l'iMac. Et puis question souris, moi je vous conseille beaucoup plus les Razer, les Logitech MX Master, etc. qui sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus précis si vous faites du montage, du jeu, du design. Moi franchement je trouve qu'il n'y a pas photo. Je sais qu'il y en a qui arrivent à l'utiliser, mais à part le design, c'est vrai qu'elle est quand même très très jolie, elle a sa petite surface tactile, mais sinon pour moi c'est quand même un des plus gros ratés d'Apple. Alors un mot sur l'écran qui est une dalle donc IPS en 4,5K, donc c'est pas mal, c'est au-dessus de la 4K, donc la 4K DCI va rentrer dedans par exemple, mais on est un petit peu en dessous de l'iMac 5K, c'est logique. Vous pouvez quand même mettre de la 5K, la forcer un petit peu en trichant, vous savez, dans les préférences système pour avoir un peu plus d'espace à l'écran, voilà, vous perdez un petit peu en définition, mais sinon c'est du Retina natif. Moi je trouve qu'en 4,5K on est vraiment parfaitement bien, on a 4 pixels pour 1, on est à 218 points par pouce, donc c'est vraiment très très précis, on voit absolument pas les pixels. Et puis il y a beaucoup de gens qui me disaient oh, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un Mac mini avec un écran, ça coûte moins cher? Bah écoutez, essayez de trouver un écran 4,5K avec cette définition, tout simplement en 24 pouces, ça n'existe quasiment pas. Je vous en ai mis un des 4K, on arrive à en trouver en 24 pouces, il n'y en a pas beaucoup, il coûte assez cher, il coûte 800 €. Donc finalement, si vous voulez vraiment cet écran-là, eh ben, je trouve que même financièrement, ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'Apple a vraiment fait un sacré coup, et moi je regrette même qu'ils ne le vendent pas à part. Alors pour le reste, c'est un écran qui est très lumineux, on dépasse les 500 nits, donc c'est plutôt dans la moyenne haute. C'est une dalle IPS, donc voilà, si vous tournez un petit peu autour de l'écran, si vous le tournez aussi, voilà, les couleurs sont pas tout à fait homogènes, mais je dirais que globalement ça va, surtout qu'on les regarde quand même plutôt de face. Il y a un super traitement anti-reflet, pourtant ici j'ai plein de spots, plein de lumière et tout, plein de fenêtres, et ben franchement j'ai jamais été gêné, ça c'est vraiment un bel atout. C'est un écran qui est P3, donc une large gamme de couleurs, c'est bien utile en vidéo si vous faites de la colo, etc. Et puis il est très bien calibré, même s'il tire apparemment un petit peu vers le bleu, moi j'ai senti ça aussi, donc voilà, si vous avez une sonde, que vous êtes vraiment maniaque de la calibration, mais sinon je dirais que pour la plupart des gens, c'est un écran qui est vraiment très très bon techniquement. Bon, la webcam, regardez, c'est du 1080 mais avec 60 fps, et puis regardez, il y a quand même une super qualité d'image. En fait, il se focus beaucoup sur le visage, et même, voilà, si je mets la fenêtre là dans le fond, ben, il va pas soit me cramer, soit me rendre tout sombre, donc ça c'est vraiment bien. Bon, moi j'aurais bien aimé un petit mécanisme de suivi, vous savez, comme sur l'iPad M1 ou de la 4K, mais voilà, pour l'usage de cette machine, c'est largement suffisant. Alors ils ont amélioré aussi la prise de son, regardez, il y a 3 micros notamment sur le dessus qui enlèvent un peu les bruits parasites. Globalement c'est pas non plus du son studio, hein, si vous comparez avec les micros par exemple qu'on a ici, c'est un petit peu moins bon. Mais pour faire du GarageBand, pour faire de la visio, c'est vraiment très bien. Et moi j'aime bien aussi qu'ils profitent un peu de toute leur expertise comme ça autour de l'audio, autour des AirPods, de l'iPhone, et puis d'en faire bénéficier le Max, plutôt cool. Alors Apple a revu aussi tout le sound system avec même des woofers à annulation de force. On vous a fait un petit article là-dessus. Alors c'est un peu du bullshit marketing pour vous dire en gros que ça enlève un peu les vibrations de certains sons, parce qu'ici on n'a quand même pas beaucoup de place, et du fait qu'on n'ait pas beaucoup de place, même si on vous dit qu'il y a du Dolby Atmos, du son spatial, franchement moi j'ai pas été bluffé, je trouve que ça fait un peu carton, ça manque de base, de profondeur, on est loin de sonoriser vraiment une pièce avec ça, contrairement à ce que j'ai pu voir sur des youtubeurs qui étaient complètement hallucinés, ah le son est vraiment trop bien, non le son est pas génial, avec la moindre petite paire d'enceintes même de HomePod mini, vous aurez quelque chose de bien meilleur. D'ailleurs je vais vous faire écouter, mais voilà, c'est pas mal d'avoir un meilleur son, mais je trouve que plus on fait des machines fines, moins on arrive forcément à avoir de la qualité. Alors le SSD interne, regardez comme il est rapide, on arrive à 3 Go s quasiment en lecture-écriture, donc ça c'est vraiment pas mal. On est beaucoup plus rapide que les Fusion Drive des iMac 4K d'avant, on est plus rapide que les iMac 5K d'Intel qui étaient full SSD, donc c'est plutôt cool. Par contre ils sont limités à 2 Tera, on sait pas trop pourquoi, mais bon voilà, faut segmenter un petit peu. Mais c'est vrai que d'avoir un disque rapide c'est très utile sur ces machines qui font pas mal de swap, hein. Le système utilise beaucoup le SSD. Alors par contre, attention, si vous mettez pas beaucoup de stockage en interne et vous dites « Oh, je vais brancher un SSD en USB », regardez, j'ai refait le test que j'avais fait avec les premiers Mac M1. Là, sur le Mac Intel, mon SSD qui est hyper rapide, qui va quasiment jusqu'à 1 Go s, et ben, on a à peu près ces débits-là sur le Mac Intel. Par contre, ici, là, sur notre iMac M1, on est quasiment à moitié du débit. Donc, il y a des gros problèmes de contrôleurs USB, ils sont pas très rapides sur cette machine. Alors, pour la plupart des gens, vous verrez peut-être pas forcément la différence, mais tout ça pour dire que si vous mettez des SSD externes, mettez plutôt le système sur le disque interne et puis mettez vos programmes ou des fichiers qui sont un petit peu moins critiques sur le SSD externe qui lui sera un petit peu plus lent.
Alors sur ce nouvel iMac M1, on a quand même des capacités de stockage assez limitées, mais heureusement il existe des petits programmes qui permettent de récupérer de l'espace, comme c'est le cas de CleanMyMac qui est notre sponsor cette semaine, et on les en remercie. Alors l'application va scanner vos disques et permettre de récupérer des dizaines de gigaoctets dans les arcanes d'iTunes, de mail ou encore de vos photos, sans perdre évidemment la moindre donnée importante. Alors le programme est très simple d'utilisation, avec un seul bouton pour lancer le scan et afficher les fichiers inutiles. Attention, il ne supprimera jamais rien sans vous demander l'autorisation. Enfin, dans sa dernière version, CleanMyMac offre un logiciel de protection contre les malwares très efficace, ainsi qu'un outil permettant de nettoyer totalement une session d'utilisation très utile si jamais vous prêtez votre machine. Voilà, je vous ai mis tous les liens pour acheter CleanMyMac au meilleur prix dans la description. Alors on va parler des performances, mais je vous ai déjà fait une vidéo dédiée aux performances des Mac M1, donc comme c'est exactement la même chose, je vais pas vous la refaire, c'est exactement pareil, j'ai exactement les mêmes résultats. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que là-dedans, on a l'équivalent d'un gros, on va dire un bon Core i5, donc une machine à peu près milieu de gamme, sur de l'entrée de gamme, c'est-à-dire que ça remplace les Core i3 et les Core i5 d'avant, donc c'est quand même pas mal. Mais attention aux bench que vous voyez circuler sur internet, par exemple Geekbench 5 là, qui vous le met à peu près au niveau d'un Core i7, même presque d'un Core i9. Alors c'est bien, hein, c'est effectivement une puce, regardez en monothread, elle est très très rapide, mais quand on la met par exemple sur des vrais tests, puisque par exemple chez Intel on a que des cœurs rapides, là qu'on a 8 à 10 cœurs, et ben on va être quand même devant sur les Core i7, sur les Core i9. Par contre c'est vrai que ça talonne des Core i7, donc ça c'est plutôt pas mal, mais on n'est pas tout à fait au niveau du Core i7, hein, vous voyez qu'on est quand même assez loin, mais par contre on est largement au-dessus d'un Core i3. Et en fait c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une machine qui reste quand même de l'entrée de gamme, donc pour de l'entrée de gamme on a des performances qui sont quasiment doublées, voire triplées dans certains cas, donc vraiment une très très bonne puce, mais il faut pas se leurrer, les grosses puces Intel restent quand même encore plus rapides sur des tests comme ça. Alors sur la partie graphique, c'est vrai que c'est assez impressionnant puisqu'on a une machine qui en apparence est extrêmement fluide, regardez, pour redimensionner vos fenêtres, pour faire de l'exposé dans toutes les interfaces, et le plus dingue c'est vraiment dans les applications de vidéo, puisque dans Final Cut, dans Resolve, on a des performances hallucinantes, c'est-à-dire qu'on peut lire de la 8K, où on arrive, regardez ici, à être plus rapide que voilà, la 5700 XT avec l'iMac 5K haut de gamme de l'an dernier, donc c'est quand même complètement fou. Alors des fois on n'est pas tout à fait devant, comme ici sous Resolve, mais des fois on lui passe carrément sous le nez, ce qui est quand même complètement fou. Tout ça parce qu'en fait on a une puce qui est ultra optimisée pour la vidéo, elle est capable de décoder des formats, de faire du transcodage aussi, d'appliquer aussi certains filtres, hein, comme des flous et des effets en tout genre. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant pour ceux qui font de la vidéo de se retrouver avec une machine comme ça, entre guillemets d'entrée de gamme, plus puissante que le plus puissant des iMac Intel. Alors autant c'est impressionnant en vidéo, autant c'est une carte qui quand même sur le papier est pas dingue, on est à l'équivalent d'une grosse carte de portable d'il y a quelques années, donc une 560X, hein, c'était quand même pas la folie non plus, on est en dessous d'une Vega 20 par exemple, on est en dessous de toutes les cartes qu'on avait dans les iMac, enfin les cartes dédiées AMD évidemment. Et puis regardez dans les jeux, là dans World of Warcraft, on a les mêmes performances que sur le MacBook Pro, c'est-à-dire on peut arriver à jouer en 1080 avec un peu les options, mais c'est quand même pas la folie. Et surtout faut pas oublier que tous les jeux, enfin aujourd'hui il y a beaucoup d'applications qui sont même pas portées pour ARM. Donc là par exemple StarCraft 2 qui est quand même un vieux jeu qui a pas été porté, en 1080 il est même pas jouable en émulation. En fait c'est mieux que voilà les Iris d'Intel qu'on avait avant, donc on double les performances, mais on n'a quand même pas une carte qui pour les prochains jeux, pour les prochains Tomb Raider, vous permettront de jouer en 4K et de profiter vraiment de la résolution de cet ordinateur. Bon, la mémoire vive, vaste sujet, j'ai beaucoup de questions, est-ce que 8 Go ça suffit? Il y a plein de sites qui disent « Oh oui, 8 Go ça suffit », puisque regardez, la mémoire est juste à côté de la puce, il y a beaucoup moins besoin de stocker de la RAM. Alors c'est vrai, avec 8 Go, le système s'en sort, même s'il y a beaucoup d'applis de lancer, mais pour autant, la mémoire, on en a toujours plus en plus besoin, c'est-à-dire vos fichiers sont de plus en plus gros, vos images sont de plus en plus grosses, les sites sont de plus en plus lourds, donc on arrive, en ouvrant plein d'onglets dans Safari, en faisant un petit peu de montage, en lançant simplement un jeu, hein, il prend largement plus que 8 Go assez facilement, donc plus on a de mémoire, plus le système quand même est à l'aise. Donc si vous avez le budget, oui, prenez vos 16 Go. Si vous faites de la bureautique, c'est pas très grave, prenez les 8. Mais pensez à la revente quand même, puisqu'on peut pas rajouter de la mémoire. Donc voilà, un Mac aura 16 Go de RAM dans 5 ans, ce sera quand même pas mal. Bon, on en vient à ce qui fâche, c'est-à-dire les configs, puisque là, franchement, j'étais un peu déçu quand j'ai vu les prix. Alors en entrée de gamme, regardez, on perd quand même un cœur graphique. Ça, je vous ai fait des tests, c'est pas très très grave si vous faites que de la bureautique. On a que 8 Go de RAM, que 256 Go de disque. On a que 2 ports en entrée de gamme, donc c'est vraiment pas beaucoup. Faut vraiment utiliser voilà tous les trucs sans fil. On a le Magic Keyboard, mais sans Touch ID. Là, c'est quand même du gain petit. On n'a pas non plus de prise Ethernet, donc pour ça, il faut mettre 200 € de plus. Mais voilà, on reste toujours avec 256 Go, 8 Go, donc je trouve que ça commence à être cher, hein, 1600 €. Et puis en fait, le vrai iMac, hein, il a 512 Go, donc ça, vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise. Vous avez que les 8 Go à ce prix-là, ils auraient pu mettre 16. Avec 16 Go de RAM, on est déjà à 2000 €, donc ça fait vraiment très très cher. Du coup, c'est un peu mal étagé quand même. On a envie de prendre quelque chose de très cher. Moi, j'ai pris 1 Tera et 16 Go, et franchement, j'ai trouvé que c'était royal, mais on dépasse largement les 2000 €. Alors, pour le prix, on peut aussi se dire, tiens, si on
on se prenait un Mac mini là autour de 1000 € sur le refurb, et puis on lui colle un écran 4K, on en a autour de 200 € maintenant. Ça peut être une solution, allez voir. Vous pouvez aussi attendre un peu la baisse de prix, je pense que les prix vont baisser parce que je trouve qu'ils sont assez mal pricés à mon avis. Apple va faire des petites promos ces mois à venir, je pense qu'ils seront un petit peu mieux tarifés à la rentrée quand les iMac M2 sortiront, puisque je pense que des versions professionnelles sortiront d'ici quelques mois. Donc voilà, dites-nous un petit peu dans les commentaires, mais c'est vrai qu'à moins d'être vraiment voilà, sur de la bureautique pure et de viser l'entrée de gamme, c'est vrai que ça fait une machine vite quand même autour de 2000 €. Bon, il est temps de conclure et après une semaine, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser cet ordinateur qui a vraiment un écran très agréable, il est rapide, il est silencieux, il est pas trop encombrant. Ça compte aussi, évidemment, alors moi j'avais une grosse config, un 16 Go 1 Tera, j'étais vraiment hyper à l'aise. Voilà, si vous êtes un utilisateur un peu avancé, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut prendre. Et puis, moi je dirais quand même le bémol, c'est un peu les perfs GPU, je trouve que voilà, du jeu, il faut carrément oublier tout ce qui est 3D aussi. C'est bien pour faire de la vidéo, mais il faut pas trop s'écarter quand même de ces domaines où il est ultra optimisé. Et quand vous mettez plus de 1500 € dans une machine de bureau, vous avez une petite carte graphique, même dans Logic, on l'a vu, c'est quand même rapide, mais c'est pas non plus la folie si vous voulez faire vos gros montages en studio. Moi je dirais que c'est parfait pour l'ordinateur familial, vous mettez ça dans une grande pièce, les enfants peuvent aller imprimer, aller faire leurs devoirs dessus. C'est parfait pour des graphistes aussi qui n'ont pas des énormes besoins, pour des architectes par exemple pour faire du dessin, pas forcément ceux qui font de la 3D évidemment, les cabinets médicaux, les écoles, enfin vous voyez vraiment ce que je veux dire, c'est vraiment la machine à tout faire, qui a l'écran, qui est tout intégré, qui se branche vraiment en 3 secondes. La meilleure config c'est soit celle de base, soit donc 512 Go et 16 Go. Si vous avez le budget, je trouve qu'il faut vraiment les mettre, d'autant que vous les récupérez, n'oubliez pas, à la revente. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère avoir été le plus complet possible, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser donc dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Bien sûr, je vous ai mis tous les liens dans la description. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge aussi nos applications mobiles, puisque on aura évidemment plein de bons plans sur ces iMac. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Aside from my soul.